Où que tu sois dans le monde, mon ami, je te passe mon bonjour. Les amis, avant de commencer, je veux prendre un moment pour remercier sincèrement toutes celles et ceux qui me suivent, qui commentent, qui partagent et qui sont restés fidèles cette année. Votre soutien compte plus que vous ne l'imaginez, les amis. Surtout dans un contexte où dire les choses clairement devient de plus en plus compliqué et voire difficile, voire même des fois dangereux. Merci pour votre confiance et votre fidélité et j'espère que nous serons de plus en plus nombreux l'année prochaine. Ici, l'effet central est simple. La Belgique, ma Belgique, elle se joint à la procédure devant la CIJ dans l'affaire portée par l'Afrique du Sud. Ça ne veut pas dire que la Belgique accuse ou défend Israël, ça veut dire qu'elle vient exposer sa lecture du droit international et participer formellement au cadre juridique. Et c'est précisément ce qui tranche dans un espace médiatique saturé des slogans, mes amis français. La Belgique choisit l'outil qui compte, le droit. Ce n'est pas un poste, ce n'est pas une indignation du plateau. C'est une démarche institutionnelle avec des conséquences, des arguments et une trace. Quand certains États évitent soigneusement le terrain juridique, d'autres acceptent d'y entrer. Et ce choix en 2025 n'est jamais neutre. Les amis, cette arrestation n'est pas anodine. Elle dit quelque chose de très clair de l'état de la liberté en Europe. On est face à un glissement très clair. Une action militante est requalifiée en problème de sécurité. C'est dingue. Le cadre terreau ne sert pas ici à juger un acte violent, mais à encadrer, à dissuader et à neutraliser. Une parole politique jugée au fait trop visible. Ce qui pose problème n'est pas ce que Greta Thunberg dit, mais plutôt l'écho qu'elle peut avoir. Et c'est ça qui les emmerde. Ici, les amis, on est dans la grand-mère brute de la puissance américaine. Le sénateur Lindsey Graham appelle explicitement à une action militaire contre le Hamas et le Hezbollah s'ils ne désarment pas, tout en rejetant toute participation de la Turquie à une force de stabilisation. C'est une logique de dissuasion par la menace qui ne cherche pas à la désescalade, mais à la structuration d'un camp antagoniste. Plus ce type de discours domine, plus la région se verrouille. Ben oui, dans une logique d'affrontement durable. La proposition d'un centre de détention entouré des crocodiles n'est pas une simple provocation. Elle révèle une logique de déshumanisation assumée, où la souffrance et l'humiliation deviennent des outils politiques. Même si présentés comme une idée, sa simple mise sur la table normalise l'inhumanité. Quand je vous dis qu'il y en a parmi eux qui ont vraiment des problèmes psychologiques, comment peux-tu proposer une idée pareille? L'État israélien affirme sans sourciller qu'il ne veut pas coloniser. Le seul problème, c'est que les images circulent massivement sur les réseaux, racontent exactement l'inverse. Drapeaux plantés, colons filmés, revendications de Gaza, événements publics assumés, discours clairs répétés. Dès lors, l'affirmation officielle ne relève plus de la communication, mais plutôt de l'aberration. Quand un ministre parle, puis se rétracte, encore une fois, c'est jamais anodin. Le ministre israélien déclare publiquement qu'Israël ne quittera jamais Gaza. Franchement, il n'y avait pas besoin de le dire, on le savait déjà. Il laisse entendre une présence durable, voire permanente. Face aux réactions, ses services rétropédalent et parlent d'un simple cadre sécuritaire. Le problème n'est pas la correction en elle-même, mais la méthode. On lâche une petite déclaration maximale, on observe ce qui se passe. Les réactions, puis on durcit le discours. Si les réactions sont positives, on durcit. Si les réactions sont négatives, on fait marche arrière, on dit on s'excuse, on trouve une excuse, quoi, voilà. Ce type de communication n'est pas une erreur. C'est pas une erreur, les amis. C'est des tests politiques.
L'idée d'une présence longue à Gaza est posée sur la table, puis partiellement, elle est normalisée. Même corrigée, la phrase a fait son travail. Elle habitue l'opinion à ce que hier encore aurait été jugé inacceptable. Ici, les amis, on parle d'un major de police, donc d'un cadre hiérarchique. Condamné pour harcèlement sexuel, aggravé sur plusieurs subordonnés. Les faits se sont déroulés sur plusieurs années, dans un cadre professionnel avec des propos et de comportements répétés. Le vrai problème, n'est pas seulement l'individu, mais le temps qu'il a fallu pour que l'institution réagisse. Quand la défense invoque l'humour ou le changement de génération, cela révèle une culture interne qui a longtemps banalisé l'inacceptable. Depuis 2023, le conflit au Soudan oppose l'armée régulière aux forces de soutien rapide. Dans ces chaos, des centaines de soignants ont été tués, blessés, arrêtés ou portés disparus. Cibler le personnel médical, ce n'est pas un dommage collatéral, c'est détruire toute capacité de survie pour la population civile. Si ce drame reste marginal médiatiquement, c'est parce qu'il ne s'inscrit dans aucun grand récit géopolitique mobilisateur. Cette séquence, les amis, est plus grave qu'elle n'en a l'air, parce qu'elle prétend expliquer le monde en une phrase. Effectivement, 380 millions de chrétiens sont exposés à des persécutions, à des discriminations dans le monde en raison de leur foi, soit un chrétien sur 7. Qui est responsable de ces crimes? Aujourd'hui, la responsable des crimes des chrétiens à travers le monde, ce sont les islamistes. Certains, ils les appellent les terroristes. Des terroristes qui viennent de nulle part. Si, ils viennent de quelque part. Ils sont identifiés. C'est le terrorisme islamiste qui est responsable de tous ces crimes. Et le responsable du terrorisme islamique a une matrice idéologique qui porte un nom, c'est l'islamisme. C'est l'islamisme qui tue les chrétiens à travers le monde. Sur le plateau de CNews, l'intervenant affirme que les persécutions contre les chrétiens dans le monde seraient quasi exclusivement dues à l'islamisme. Le problème n'est pas de nier l'existence de violences commises par des groupes islamistes. Je ne le nie pas. Elles existent et doivent être nommées. Mais de présenter cette cause comme unique et totale. Ces discours évaluent volontairement tout le reste. Persécution dans le contexte nationaliste, violence liée à des conflits armés non religieux, pression étatique dans des régimes autoritaires, mais aussi un angle systématiquement évité. Le traitement réservé aux chrétiens par Israël, profanation d'églises, pression sur les communautés chrétiennes palestiniennes, restriction des cultes ou violences de colons sont documentées, mais soigneusement absentes de ce type de discours. Cette omission n'est pas neutre. Elle révèle une hiérarchisation politique des victimes. Certains chrétiens comptent, d'autres non, selon l'agresseur. Dire qu'un juif en Judée est un colon revient à qualifier la naissance de Jésus en Judée d'acte colonial. Ils sont forts. La colonisation, ça a une définition, c'est l'implantation d'un peuple sur une terre qui lui est étrangère. Quand on dit c'est exactement ce qui se passe. Quand on dit qu'Israël colonise la Judée-Samarie, la Cisjordanie, demain c'est Noël, on célèbre la naissance en France et dans le monde chrétien d'un juif en Judée. Si j'écoute ceux qui accusent Israël de colonisation, eh bien Noël est une fête coloniale parce que un juif en Judée est un colon, si j'en crois, ce que j'entends autour de cette table. Non mais ils sont forts, ils ont de l'imagination. Cet argument repose sur une confusion volontaire entre présence religieuse historique et colonisation au sens du droit international. On est là-dessus, on est d'accord. Le droit international ne juge ni l'identité, ni la religion, ni l'ancienneté symbolique d'un peuple sur une terre. Il juge des actes contemporains. Occupation militaire, contrôle territorial
et implantation des populations civiles d'une puissance occupante sur un territoire occupé. Assimiler cela à la naissance de Jésus il y a 2000 ans est donc hors sujet. L'objectif de cette comparaison n'est pas de répondre juridiquement à la question de la colonisation, mais de la ridiculiser émotionnellement. En invoquant Noël, Jésus et l'histoire chrétienne, on déplace le débat du droit vers le sacré afin de rendre toute critique politiquement indécente. Problème évident, tout le monde n'est pas croyant. Pour une large partie d'opinion, ces références religieuses n'ont aucune valeur argumentative. Le procédé échoue donc sur le fond et révèle surtout une tentative de diversion. Quand on ne peut pas défendre une politique par le droit, on essaie de la protéger par le sacré. Ce n'est pas une argumentation, c'est un écran de fumée. Au lieu de répondre à la légalité des colons, aujourd'hui, on convoque un récit religieux pour disqualifier la question elle-même. Ce qui choque ici, ce n'est pas seulement la violence des mots, c'est l'absence de réaction collective. אני רוצה להעיף אותם, להשמיד אותם עד האחרון בהם. את מי להשמיד? את תושבי כן, את עזה? הפלסטינאים, את כולם. מה אני רואה? אוקיי. אין בן אדם אחד, אין עץ אחד, אין בית אחד, ואם הייתי יכול את הדגים בים הייתי מרעיל, אני אומר לך ככה, בסדר? כולם אויב שם. הילד שנולד שם אתמול ברפיח, הוא אויב? ברור, הוא לא יהיה ציוני, ברור שהוא אויב. Tenir de propos explicitement exterminateurs contre une population civile sur une chaîne de grand public révèle un degré de déshumanisation extrêmement dangereux. Même sans passage immédiat à l'acte, ce type de discours installe une logique où l'élimination de l'autre devient pensable. Vous voyez ce que je veux dire? La question centrale est donc la suivante. Pourquoi ces paroles ne provoquent-elles pas une condamnation ferme et transversale dans l'ensemble des chaînes des grands médias? Pourquoi ce silence alors que dans d'autres situations, des propos infiniment moins graves déclenchent instantanément des accusations d'antisémitisme et des campagnes d'indignation en continu? L'indignation change souvent selon la cible. Je dois vous dire, moi mes enfants sont partis. Mes enfants ont quitté la France et sont devenus israéliens sans que je m'en réjouisse alors que je suis sioniste, sans que je m'en réjouisse il y a plus de 20 ans. Et ils l'ont quitté alors qu'ils sont très français, de culture très française. Maintenant ils sont israéliens, mais ils aimaient la France. Ils l'ont quitté à cause de l'immigration et des immigrés. Mes enfants se faisaient traiter de sales juifs. Et ils considéraient que ça n'était pas une situation d'avenir que de se faire traiter de sales juifs au lycée. Imaginez exactement la même logique appliquée à un autre groupe. Exemple concret. Si une famille arabe ou musulmane expliquait publiquement que ses enfants ont quitté la France parce qu'ils ne supportaient plus d'être systématiquement soupçonnés d'antisémitisme, assimilés à des menaces ou renvoyés en permanence à leur origine ou à leur religion, eh bien vous savez quoi? Ce discours ne ferait quasiment aucun bruit médiatique. Il serait ignoré, minimisé ou renvoyé à un simple ressenti individuel, sans débat en plateau ni indignation nationale. Quand un journaliste est obligé de freiner maintenant les chroniqueurs, il y a un problème. Je parle de CNews. Ils sont tellement habitués d'être en roue libre qu'ils ne pensent plus, au fait. Barack Obama, qui a été élu triomphalement à 2 reprises. Donc là aussi, c'est pas une histoire de couleur de peau. C'est juste que dans un moment de grande tension, eh bien, il y a le discours de J.D. Vance qui était intéressant à décrypter. C'est l'assimilation. C'est l'assimilation. Barack Obama, il n'y a pas plus assimilé américain que Barack Obama. Mais évidemment. C'est pas une question d'assimilation. Il est né américain. Il n'a pas besoin de s'assimiler, Barack Obama. Il n'est pas plus assimilé que J.D. Vance. Ça n'a rien à voir avec. Encore une fois, la nationalité n'est pas une couleur de peau. Oui.
tu restes les... Et ça n'a rien à voir avec l'assimilation, en fait. Bah, Il excuse-moi. est américain. Ce qui est plus Il surprenant, est américain comme J.D. Vance et comme Donald Trump. l'élection Oui. du maire de New York est plus surprenante. Ouais, mais- Oui, c'est évidemment ça. Mais quand vous avez parlé tout à l'heure des migrations, c'était les Blancs qui étaient arrivés aux États-Unis. Non, et alors ça vous a pas échappé qu'on a fait venir des Afro-Américains qu'on a réduits en esclavage. Oui. Oui, Ah oui, il y en a quelques-uns. Et quelques millions de Mexicains aussi. à la même période. Et Autant on emporte le vent. Oui. Ouais. Ah non, bien sûr que si. Scarlett Bah si, il a O'Hara. raison. Bah oui. Sans blague, oui, bah oui. Bah donc voilà. Non, mais ça m'a pas échappé. Mais donc le mot assimilation n'a rien à faire avec Barack Obama dans la même phrase. La séquence devient gênante parce que le chroniqueur se ridiculise lui-même en direct, en fait. En voulant expliquer que la question n'est pas la couleur de peau, mais l'adhésion aux valeurs occidentales, il finit par invoquer Barack Obama comme contre-exemple. Il détruit son propre raisonnement. Barack Obama, qu'est-ce que tu racontes, mec? Barack Obama n'a jamais eu à s'assimiler. Il n'a pas besoin de s'assimiler. Il est né américain, élu démocratiquement à 2 reprises. L'exemple, censé sauver l'argument, l'explose au contraire. Les amis, quand une ligne éditoriale encourage l'outrance et l'assurance idéologique, la parole se relâche, les contradictions s'enchaînent et les intervenants finissent par se ridiculiser d'eux-mêmes sous les yeux du grand public. C'est la dernière vidéo, les amis, de l'année, sauf énorme actualité de dernière minute, évidemment. Je voulais simplement vous remercier toutes et tous, encore une fois, pour votre fidélité, votre soutien et les échanges que nous avons partagés tout au long de cette année. Merci d'avoir été là et j'espère vous retrouver en pleine forme l'année prochaine. Je vous souhaite d'avance une très belle et bonne, heureuse année 2026. On se retrouve très vite, les amis. En attendant, paix sur vous.